Diminuer drastiquement notre consommation de viande, en consommer 2 fois moins à l'échelle du pays d'ici 2030. C'est ce que recommande un rapport paru le 10 juin dernier, signé de l'association L214. Mais cet objectif est-il possible, crédible? Quel impact réel sur notre santé, sur les productions végétales, sur le monde agricole, sur nos paysages également? Pour en débattre, 3 invités ce soir. Brigitte Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'association de défense des animaux L214 qui vient de publier, je le disais, le rapport intitulé « Sauver 600 millions d'animaux en 2030 », un rapport qui a paru le 10 juin dernier. Face à vous, Jean-Louis Perrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de recherche à l'INRAE, chargé de mission honoraire à la direction scientifique. Vous êtes spécialiste des rapports entre élevage et environnement. Vous avez coordonné pour l'Académie d'agriculture de France le rapport intitulé « L'élevage intensif en France peut-il être durable ?» Point d'interrogation. Et avec vous, Karine Barbier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste de l'environnement au CNRS, membre du CIRED, et vous avez coordonné en partenariat avec l'ADEME le rapport intitulé celui-ci « Simulation prospective du système alimentaire et de son empreinte carbone ». 3 invités, 3 rapports que l'on va confronter. Merci beaucoup à tous les 3 d'être présents ce soir dans Question du soir. Mes clients voulaient tout le temps du steak. Alors, il fallait vendre du steak, du steak, du steak. Ça ne vous gêne pas d'acheter sous emballage plastique comme ça? Non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de déchets, c'est moins cher. J'achète plus de viande en supermarché, j'ai arrêté. Je prends de la viande au boucher 1 fois par mois et j'essaye de le répartir, de la conserver tout le mois. Mais par contre, on mange halal. L'avantage, c'est qu'en boucherie halal, la viande est beaucoup moins chère qu'en supermarché. Parce que la viande, maintenant, ça coûte cher. Et en étant étudiant, j'ai pas forcément trop les moyens. Je pense que je dois en manger à peu près 4-5 fois par semaine. Et principalement de la viande, de la volaille ou... La viande, ben, c'est pas, ça pollue quand même, c'est pas... Pour l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On pense que c'est pas forcément très bon pour la santé, tout simplement. Ça implique par exemple de manger des légumineuses en petite quantité tous les jours. Il y a des légumes qui m'attirent plus que d'autres, des aliments qui m'attirent plus que d'autres et j'écoute parce que je me sens en bonne santé. Un extrait donc de ce fameux rapport L214 où comment tuer 2 fois moins d'animaux peut rendre notre agriculture indépendante des importations et préserver nos paysages tout en améliorant les finances publiques, les revenus des agriculteurs et la santé des Français. Fin de citation. Sur le papier donc Brigitte Gauthier, tous les bienfaits sont là, mais 2030, réussir à diviser par 2 notre consommation d'ici 2030, est-ce que c'est bien crédible ? Eh bien, c'est ce qu'on pense, oui. Et on pense que si on n'y va pas un petit peu rapidement, ça fait des années que le débat sur la réduction de la consommation de viande est sur la table. Je crois que Solagro, la première étude datée de 2011 et recommandait déjà une diminution de moitié. Entre 2011 et maintenant, la consommation de viande n'a pas diminué. Elle s'est transformée, mais elle n'a pas diminué. On est toujours au-delà de 80 kilos par an et par personne, avec un nombre d'animaux tués encore plus grand, puisqu'on a reporté notre consommation de viande rouge vers plutôt justement les oiseaux, la volaille. On parlait de la France. On parle de la France. Et pour la France, donc en comptant les importations, on est à plus de 3 millions d'animaux par jour qui sont abattus. Et là, on parle des animaux terrestres. On pourrait parler aussi des animaux aquatiques, où là, on est sur des proportions encore bien plus grandes. Si on n'y va pas, en fait, aujourd'hui, on est en situation de fragilité alimentaire. Il y a eu des rapports qui ont été faits au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat. Avec des importations de soja, issues de la déforestation finalement en venant d'Amérique du Sud, des importations d'engrais. On est dépendant à 80% sur les engrais qui peuvent venir de Biélorussie, de Russie. Et on importe aussi massivement de la viande, c'est à peu près la moitié, par exemple, pour la viande de poulet qui est importée. Et donc la nécessité d'aller vite, elle est impliquée par le nombre d'animaux qui sont impliqués, qui est juste énorme. Et en fait, on n'en a absolument pas conscience. C'est difficile de le mettre dans le débat public, on n'en est pas conscient. Les impacts environnementaux, les impacts sur la santé publique, les impacts sociaux. En réalité, avec un levier, on peut réussir à aller sur beaucoup de sujets. Jean-Louis Perrault, cet objectif, cette ambition même de 2030, est-ce qu'elle vous paraît crédible? Vous l'avez dit, on le redit, dans le fond, malgré les injonctions, malgré la prise de conscience aussi des Français, la consommation de viande en France ne diminue pas.
Non, elle ne diminue pas, ou pas beaucoup. Il y a surtout des reports entre viandes. Alors, l'objectif, il n'est pas crédible, parce que ça fait 10 ans qu'on essaye de faire bouger les choses et ça ne bouge pas, donc ça ne va pas bouger dans les 5 ans qui viennent, enfin, je ne pense pas. Enfin, ça va peut-être bouger un peu. On peut peut-être avoir des ruptures générationnelles. Hein. Les générations Z ont l'air de consommer moins que les parents ou les grands-parents. Je suis plutôt du côté des grands-parents, moi. Mais du point de vue de l'âge. Du point de vue de l'âge. Donc, il peut y avoir des choses, mais de toute façon, ça va être très lent parce que la consommation de produits animaux, elle est quand même très profondément ancrée dans notre culture de tout temps. Donc, on peut faire bouger les choses, mais il faut y aller progressivement. Puis, je dirais, indépendamment du comportement du consommateur, on sait, enfin, les recherches en nutrition à l'INRA montrent bien que on peut aller vers des régimes. Aujourd'hui, on a 65% de protéines animales dans notre diète. On peut descendre à 50%. On aura des régimes parfaitement bien équilibrés. On peut baisser la viande, pas trop les produits laitiers en fait, mais si on baisse beaucoup la viande, il faudra réaugmenter les œufs et le poisson pour les apports d'acides gras polyinsaturés. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais on peut descendre à 50, en tout cas chez les populations des hommes adultes, chez les femmes en âge de progrès et puis chez les personnes âgées qui mangent moins et qui doivent faire face à de la sarcopénie. Il faut des protéines concentrées et la viande est quand même là assez importante. Donc baisser, oui. Le faire d'ici 2030, je ne pense pas. Alors je ne pense pas du point de vue des consommateurs, mais aussi du point de vue des systèmes agricoles. Parce qu'actuellement, on n'est pas capable en France de... Parce que si on dit baisser la viande, mais en fait c'est baisser la viande pour manger des légumes, des légumineuses et des fruits. C'est la question des produits de substitution. Voilà. Les produits de substitution, ils n'ont pas grand intérêt nutritionnellement. C'est donc bien aller vers... On manque de fibres, en fait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas cultiver en France les légumes, les légumineuses dont on a besoin. On en produit, on n'en consomme pas assez. Il faudrait multiplier par 2 ou 3 notre consommation, et on importe déjà ce qu'on consomme en grande partie. Et parce que donc l'agronomie ne suit pas, donc il y a un grand projet piloté par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle Cap Protéines, qui vise à développer ça, mais ça va prendre du temps. Enfin, c'est 10 ans. Enfin, pour moi, oui. On reviendra sur l'impact sur le monde agricole parce qu'il est majeur. Avant ça, Karine Barbier, je reviens sur ce mystère dans le fond. La prise de conscience est là. J'allais dire que les Français souhaitent en majorité réduire leur consommation de viande, et pourtant les résultats ne suivent pas. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la consommation de viande est très variable selon la population. On a des gens qui mangent moins de 20 grammes par jour, d'autres qui mangent 250 grammes par jour. Donc, c'est très, très différent selon les populations, les hommes, les femmes, etc. Et donc, si on regarde ça, il y a déjà 25% de la population, finalement, qui mange moins de 50 grammes par jour. C'est ce à quoi propose L214. Et donc, effectivement, le gap est énorme, puisqu'arriver de 25% à 100%, c'est pas facile. Ceci dit, voilà, ça existe de plus en plus aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on y reviendra peut-être, mais effectivement, la viande produit énormément de gaz à effet de serre, notamment la partie ruminant, la partie aussi production d'alimentation animale avec l'usage d'engrais minéraux azotés, et que tout ce qu'on n'arrivera pas à réduire d'ici 2030, 2040, 2050, donc ces émissions de gaz à effet de serre, de méthane ou de protoxyde d'azote qui vont subsister, devront être compensées par des puits de carbone, qu'ils soient biologiques ou géologiques. Or, la communauté internationale a comme objectif d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire limiter au maximum, vraiment au maximum, les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut bien être conscient qu'il y a vraiment un enjeu du point de vue du réchauffement climatique pour limiter ces émissions. Bon, mais ma question elle est un peu différente. C'est pourquoi on ne parvient pas alors à réduire cette consommation de viande? Le diagnostic que vous dressez tous, je pense que vous êtes en accord là-dessus. La question, c'est celle des moyens et des objectifs à tenir. Moi, je pense que ce n'est pas une affaire de questions individuelles, de responsabilité individuelle, ni des consommateurs, ni des agriculteurs. La plupart des gens font ce qu'ils peuvent, en général, conscients justement de ce que vous dites. Mais je pense qu'il y a une vraie responsabilité des pouvoirs publics à essayer d'impulser en fait une vraie dynamique. Aujourd'hui, on a le Nutri-Score qui permet d'essayer un affichage qui n'est pas obligatoire sur les questions nutritionnelles, et on peine à construire quelque chose d'obligatoire et on peine à mettre en place un éco-score qui permet justement d'afficher l'impact environnemental. Mais ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a des agriculteurs qui sont relativement atomisés, des consommateurs qui sont très atomisés, et puis au milieu, une industrie agroalimentaire, la grande distribution par ailleurs, qui sont des acteurs très concentrés pour le coup, presque dans des situations d'oligopole, et qui
ont une puissance très importante en fait sur l'avenir de l'agriculture, du système alimentaire, etc. Et donc on a eu une loi Egalim qui a tenté de restructurer un peu le partage de la valeur au long de ces chaînes de production et de consommation. Probablement il faut aller plus loin, de savoir comment on peut mieux rémunérer les producteurs, les éleveurs, pour faire de la viande de qualité, pour en manger moins, mais mieux. Derrière ce mystère, Brigitte Gauthier, il y a les pouvoirs publics, on l'a entendu, il y a aussi évidemment la question des industriels, de leur pouvoir en matière de communication, de marketing, des leviers aussi qui leur permettent de proposer des viandes beaucoup moins chères qu'elles devraient l'être, paradoxalement. D'ailleurs, je dis ça parce que la viande reste un produit cher. Oui, la viande reste un produit cher, mais il est en fait peu cher par rapport aux externalités négatives qu'il a. En fait, il y a beaucoup d'externalités négatives. Je pense aux algues vertes, je pense à la pollution des cours d'eau qui sont prises en charge finalement par la communauté. Et si on a une consommation de viande qui ne baisse pas, en effet, c'est notre environnement alimentaire en réalité. Effectivement, il faut sortir de la logique de dire c'est les consommateurs, c'est la loi de la demande et puis l'offre elle s'adapte. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est plutôt notre environnement, c'est-à-dire ce que disent les pouvoirs publics. On a aujourd'hui encore des politiques, des ministres qui prennent la parole pour dire il n'y a pas d'élevage intensif en France, alors que 8 animaux sur 10 qui sont abattus proviennent d'élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur, aucun accès au plein air. On a encore des politiques qui disent quand on est jeune, il faut manger de la viande parce que sinon on n'a pas tous les apports. Ça a été dit par Julien de Normandie à un moment. Ancien ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture. Donc c'est sortir sur le récit autour de la viande qui aujourd'hui effectivement fait partie de notre culture, mais c'est quelque chose qui s'auto-entretient finalement avec des discours des pouvoirs publics qui sont extrêmement axés là-dessus. Sur l'environnement qu'on a en supermarché aujourd'hui, on a un peu l'illusion du choix, mais en réalité, par exemple, c'est une étude du réseau Action Climat qui le montre encore dernièrement, on a eu 9 plats préparés sur 10 qui contiennent soit de la viande, soit du poisson. 90%. 90%. Utilise donc la viande et le poisson pratiquement comme produit d'appel, j'allais dire. En tout cas, comme produit classique qu'on a dedans. Quand vous allez au restaurant aussi, le nombre d'options qui sont végétariennes ou végétaliennes, c'est finalement peu. Vous avez très peu de choix par rapport au reste. Donc c'est ces logiques qu'il faut changer. Vous avez parlé de la publicité aussi. On peut parler des promotions. Les catalogues sont aussi, les produits d'appel, c'est vraiment aussi sur la viande. Et c'est toute cette logique qu'il faut changer. Sur le modèle agricole, il peut changer aussi assez rapidement. Aujourd'hui, on importe massivement aussi et de la viande et les aliments pour les animaux. On peut changer cette logique-là et puis effectivement recentrer sur la France. La culture de légumineuses qui non seulement va être bonne pour notre alimentation, on en consomme 6 fois moins qu'au niveau mondial en moyenne, mais aussi justement on substitue des engrais azotés chimiques. J'en viens justement à cette question de l'impact sur le monde agricole. Si l'on divisait par 2 notre consommation de viande, j'allais dire, peu importe l'échéance, sur 5 ans, 10, 15 ans, quel serait, Jean-Louis Perrault, l'impact sur ce monde agricole? Est-ce qu'il pourrait y survivre ? Bon, il survivra, il s'adaptera, mais de toute façon, la question, elle n'est pas que dans la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on dit on a du mal à faire baisser la consommation. Par contre, ce qui baisse fortement en France, c'est la production. On a perdu 1 200 000 vaches en 8 ans. On importe de la viande bovine. C'est incroyable quand même. Elle baisse continuellement et ça continuera. Et ça continuera de fait de la pyramide d'âge des éleveurs aussi. Ça va continuer. Donc, les exploitations vont s'agrandir. Parce qu'il n'y a aucun modèle économique, aucun mécanisme économique qui va contre l'agrandissement des exploitations dans tous les pays du monde. C'est pas que la France, c'est partout. Donc, on peut réduire notre consommation de volaille. 50% de la volaille que l'on consomme est importée. Donc, ce qu'on dit dans le rapport de l'Académie, c'est non seulement il faut baisser notre consommation, mais il faut produire un peu plus que ce qu'on produit, parce que quand même, c'est pas normal. Le porc, on est encore à peu près à l'équilibre, mais c'est tout juste. Donc, ça, c'est quand même... qu'il faut produire plus il faut produire plus, il faut produire ce que l'on mange. Donc, il faut réussir J'ai du mal à vous suivre. Non, mais il faut réussir à rééquilibrer l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a une très forte demande qui augmente, parce que la population augmente quand même. On parle des consommations par habitant, mais la population augmentant, la demande augmente. Donc, il faut réduire cette demande.
Donc consommer moins de viande, mais même en consommant moins de viande, alors, comme on ne va pas arriver à moins 50%, et puis il y a quand même la consommation d'œufs qui doit se maintenir, même augmenter d'après certains nutritionnistes, la consommation de poissons, la consommation de lait, donc c'est pas si simple que ça, quoi. Et puis derrière ça, c'est Brigitte Gauthier disait les légumineuses, ben oui, moi je suis un fervent défenseur des légumineuses, évidemment. Ça amène de l'azote, ça réduit l'empreinte carbone de toute notre alimentation, et à commencer par celle des animaux, sauf que, ce que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à les produire, on n'a pas la bonne génétique, on est dans un stade de projet de recherche. Enfin moi, j'ai quand même fait pas mal ma carrière de chercheur, c'est le 5e plan de relance protéinique que je vois, donc voilà, je prends un peu de recul sur tout ça. Votre point de vue, Karine Barbier, il faut à la fois agir sur l'offre et la demande, et on l'entend dans les propos de Jean-Louis Perrault, agir bien plus justement sur la production pour lui permettre de rejoindre la demande ? Alors d'abord sur la demande, je pense qu'on peut... La demande, c'est-à-dire la consommation. Hein. La consommation, tout à fait. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 80% de protéines végétales et 20% de protéines animales. C'est ce que nous disent les nutritionnistes et des études récentes en fait qui ont simulé différents régimes alimentaires et ont donc étudié les apports nutritionnels de ces différents régimes. Là, vous parlez de la santé individuelle notamment. De la santé individuelle. Donc c'était un peu pour aller un peu plus loin que ce que Jean-Louis Perrault tout à l'heure. Du point de vue nutritionnel, on peut aller très loin en termes de protéines végétales. En plus, on consomme à peu près 80% en trop de protéines animales, c'est-à-dire qu'on consomme presque 2 fois trop de protéines en général, pas animales, mais en général. Et donc, on peut limiter notre consommation de protéines sans avoir de carence pour 95% de la population. Jean-Luc Perrault, ensuite... non, mais donc je vous laisserai réagir. Jean-Luc oui, Perrault. Voilà. Karine Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour le monde agricole ? Alors, nous, il se trouve que dans nos travaux de simulation 2050, on a un scénario qui s'appelle le scénario coopération territoriale, dont le nom a été emprunté à celui de l'ADEME, qui simule justement une baisse de la consommation de viande de 50% et une baisse de la consommation des produits laitiers un peu moindre. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce scénario-là, en fait, on arrive à maintenir l'ensemble des prairies permanentes qui sont aujourd'hui existantes, qui sont de l'ordre de 9 millions d'hectares, donc des prairies qui sont plutôt en moyenne montagne ou en montagne, qu'il faut absolument préserver, effectivement, non pas tellement pour l'élevage en l'occurrence particulièrement, mais aussi pour garder des zones ouvertes, de la biodiversité, préserver y compris les paysages du point de vue de ces prairies. Mais par contre, là où on a une discussion, c'est sur les terres arables, c'est-à-dire celles qui sont cultivées. Est-ce qu'on va continuer de cultiver en grande partie du maïs, des autres céréales pour l'alimentation animale, ou est-ce qu'on peut tourner finalement cette production plutôt vers de l'alimentation humaine, notamment ce qui peut être des légumineuses pour l'alimentation humaine, ou d'autres céréales, ou des fruits et légumes qui consomment moins d'espace. Mais en tout cas, c'est la vraie question, quoi, en fait. Et donc, ça veut dire que ce monde agricole, effectivement, il faut probablement qu'il se transforme et qu'on arrive justement à avoir des élevages qui aillent plus vers, peut-être un retour, ou en tout cas vers la polyculture élevage, donc des productions plus diversifiées, qui sont aussi plus territorialisées et qui permettent justement à avoir des productions qui soient relativement équilibrées, parce que aussi elles seront plus extensives, elles utiliseront moins d'intrants, donc moins d'investissements pour les agriculteurs. Jean-Luc Perrault, qu'est-ce que signifiait ce non de la tête, 80% de protéines végétales, ça me paraît quand même beaucoup. J'essaye de repasser en tête toutes les publications de l'INRA, on ne descend jamais à ces ratios-là. C'est Madame Fouillé, vous verrez. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faut faire attention aussi utiliser moins de surface pour l'élevage, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait de cette surface-là ? La grande compétition, ça va être l'énergie. C'est pas l'alimentation humaine. On a assez de surface pour nourrir nos animaux et les hommes. Et même si on augmentait, dans le meilleur des cas, notre production de protéines végétales, légumineuses, pour consommer 3-4 fois plus que ce qu'on consomme aujourd'hui, il nous faudrait 400 000 hectares. C'est rien, en fait. Brigitte Gauthier, je reviens sur cet objectif, c'est le cœur de votre rapport, 2 fois moins de viande d'ici 2030. Qu'est-ce que vous proposez au monde agricole pour qu'il puisse s'adapter aussi rapidement là aussi ?
Quelque part, dans les années après-guerre, il s'est adapté très rapidement dans un sens. Et aujourd'hui, en fait, on est presque au pied du mur parce que justement, on a pris beaucoup de retard sur les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ils sont hyper volontaires. Hein. On le voit aussi dans les résultats du Shift Project, qui a fait une grande étude auprès des agriculteurs. Ils sont hyper volontaires. Ce qu'ils demandent, c'est des moyens. Donc, ce qu'ils demandent, c'est des politiques publiques. Quand vous dites ils, ce sont les agriculteurs ? Ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Dans les contacts qu'on a aussi avec la plupart des éleveurs, ceux qui sont en élevage intensif aujourd'hui sont des gens qui sont malheureux, qui sont endettés, qui sont sous contrat, pieds et poings liés avec leur coopérative, endettés. L'exemple des éleveurs de cochons, ils sont endettés à hauteur de 500 000 € par exemple, ce qui est juste énorme. Ce volontarisme doit quand même dépendre, on l'imagine, de la taille des structures, du modèle agricole dans lequel ils sont engagés et de bien d'autres choses, non ? Il n'y a peut-être pas un unanimisme dans le secteur agricole à ce sujet. Il n'y a pas forcément un unanimisme, mais si on entend, il y a quand même un unanimisme un petit peu quand même dans l'endettement, dans le fait de dépendre fortement de subventions, d'argent des pouvoirs publics, et dans une volonté quand même de voir le modèle agricole évoluer et d'avoir un métier qui soit épanouissant. Aujourd'hui, est-ce que c'est épanouissant d'avoir 4-5 bâtiments avec 20 000 poulets dedans ? C'est loin d'être le cas pour en tout cas les personnes qui viennent témoigner auprès de nous, qui témoignent aussi dans des livres auprès de journalistes, comme dans le livre Le sens du bétail d'Ulysse Thévenon, comme dans celui de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, ou celui de Caroline Le Saint, Déni français, justement sur les questions d'élevage intensif. Donc on a quand même une voix agricole qui peine à se faire entendre parce qu'on entend surtout les grands syndicats qui finalement sont complètement déconnectés de leur base aujourd'hui. Et il y a vraiment une demande. Ils sont quand même réélus, pardonnez-moi, ils ont été élus cette année, la FNSEA, ils sont élus les par jeunes agriculteurs. la moitié de la moitié, donc voilà, c'est que 25%, etc. Et il faut savoir que la FNSEA tient la plupart des organismes et que pour avoir des terrains, notamment au travers de la SAFER, etc. Enfin, il y a justement, vraiment, j'invite à lire un certain nombre d'ouvrages pour montrer à quel point c'est pieds et poings liés et que si vous n'êtes pas encarté dans un syndicat et en particulier dans le syndicat majoritaire, en fait, il y a tout un tas de services qui se sont développés auxquels vous n'avez pas accès. Vous vous adressez aux chambres d'agriculture et vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas FNSEA. Ça a été documenté par ailleurs. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi à se mettre autour de la table avec le monde agricole, mais j'ai envie de dire le vrai, pas juste les représentants qui sont aujourd'hui complètement hors sol par rapport à la base, c'est-à-dire celle des éleveurs, celle des agriculteurs qui ont envie d'un autre modèle, mais il faut qu'ils soient accompagnés pour cet autre modèle. 5 ans, c'est très ambitieux, mais réduire de moitié, on comprend bien. 2030, il y a plein de caps 2030, d'agenda 2030, et se donner un objectif, c'est déjà se poser la question simplement du comment on y va. Et en fait, les pistes, elles sont là, elles ont été documentées dans tout un tas d'études scientifiques, d'études prospectives. Il suffit juste de les mettre en application. Jean-Louis Perrault, vous souhaitiez réagir ? Oui, non, enfin... Oui, au sens où le monde agricole n'est pas aussi aux abois que ça. Et aujourd'hui, les éleveurs, alors il y a la loi Egalim qui a fait que le prix du lait a vraiment monté. Aujourd'hui, les éleveurs laitiers gagnent correctement leur vie, globalement. Les éleveurs de porc, ils n'ont jamais été aussi riches qu'en ce moment. Ils gagnent vraiment bien leur vie. La volaille, c'est pas si mal que ça non plus. Donc ça dépend des périodes. Mais en ce moment, on est plutôt dans une période faste pour l'élevage. Et justement, c'est une période où on pourrait faire des modifications dans les systèmes, faire des investissements pour prévoir l'avenir. Vous dites carrément faste pour l'élevage, la période. Faste par rapport oui, mais par rapport aux années qu'on a vécues il y a quelque temps, oui, c'est les prix agricoles, les produits de l'élevage sont quand même plutôt bons en ce moment et les éleveurs en sont d'accord. Mais donc pour vous, les agriculteurs, les éleveurs aujourd'hui sont pas enclins ou si enclins à vouloir transformer leur modèle de production ? Ils sont pas trop enclins à transformer leur modèle de production parce qu'il n'y a pas d'incitation et dès qu'ils veulent faire des choses, c'est tout de suite il y a aussi des mouvements qui se créent pour pas qu'on reconstruise un bâtiment nouveau. Par exemple, on voudrait pour du bien-être des porcs mettre plus de mètres carrés par porc, c'est louable, mais vu du voisin, il va faire un bâtiment plus grand. Voilà, donc c'est compliqué. Et ce qu'on disait dans le rapport de l'Académie, c'est qu'il faut vraiment trouver des trajectoires consensuelles d'évolution des systèmes agricoles, d'élevage,
pas que de l'élevage, mais des systèmes agricoles, et qu'il faut mettre autour de la table l'État, les acteurs des filières, on en a parlé un peu, les représentants de la société, bon, il y en a là, enfin voilà, pour s'inculturer réciproquement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de discours où, moi, c'est un peu simple, mais j'ai pas vu d'économie, parce que on discute de la France, mais on veut faire du bon poulet en France à Loué ou à Janzé, moi je viens de la région de Bretagne, mais on importe du poulet qui vient d'Ukraine, d'un poulailler où il y a 12 millions de poulets. Comment voulez-vous être compétitif avec ça? Comment voulez-vous développer des systèmes vertueux? C'est compliqué. Karine Barbier, je reviens sur ce qui a été dit à l'instant par Jean-Louis Perrault quand il explique qu'il n'existe pas aujourd'hui d'incitation, d'accompagnement financier ou autre d'ailleurs pour permettre à ces agriculteurs, à ces éleveurs de changer de modèle de production. Quel levier on a justement dans ce domaine, à la fois financier mais bien autre chose? Oui, bien sûr, je suis d'accord pour dire bien sûr qu'il faut accompagner cette évolution du modèle agricole, ça c'est indispensable. On a quand même une politique agricole commune qui permet d'avoir 10 milliards d'euros qui sont donc financés chaque année en direction de la profession agricole. Si on ajoute toutes les aides nationales en fait ou les aides des collectivités locales, on arrive à 48 milliards d'euros. C'est quand même assez considérable et a priori on devrait pouvoir avec ces financements orienter et être suffisamment incitatif pour que ce modèle agricole change. La question, c'est plutôt finalement le cap qu'on veut donner, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement on considère qu'on a besoin, d'une part, je le disais tout à l'heure, d'arriver vers la neutralité carbone en 2050 et que le secteur agricole fasse sa part, ou l'alimentation en général, surtout le système alimentaire. Est-ce qu'on veut résoudre les problèmes de santé publique? Parce que là, je parle de financement du secteur agricole, mais en même temps, la sécurité sociale paie 20 milliards d'euros pour l'obésité, conséquence de l'obésité. Si on rajoute les autres maladies longue durée, etc., c'est des coûts cachés de l'alimentation qui ont été évalués et qui sont très importants. Au-delà du coût, il y a bien sûr le fait que on ne peut pas continuer d'exposer et les agriculteurs et les consommateurs à des métaux lourds, à des pesticides, à des produits phytosanitaires en général. On sait qu'il y a des problématiques sur l'eau, il y a des problématiques donc d'excès d'azote déversé notamment en Bretagne à cause des lisiers qui produit des algues vertes. On connaît bien cette histoire-là, etc. Et donc ces gens-là, il faut aussi à un moment donné les prendre en charge et donc pas simplement aller au-delà du discours et prendre des politiques publiques qui soient vraiment volontariste dans ce domaine-là. Je voudrais vous faire entendre un échange houleux, vous allez l'écouter, entre Aymeric Caron, le député La France Insoumise, et Christiane Lambert, elle préside la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs. C'est un extrait de complément d'enquête qui date du 15 juin dernier. Mes filles ne mangent pas de viande à la cantine le midi avec le repas végétarien, je le sais, parce que le soir, je sais qu'elles ont faim, etc. Non, mais il faut arrêter. Là, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça, mais enfin, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est du vécu, ma fille ne mange pas de viande, elle n'a jamais faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande. Je crois qu'il faut arrêter cette désinformation. Madame Lambert est lobbyiste d'une profession, je le respecte totalement, mais on ne peut pas présenter ça comme un fait, parce que vous nous racontez sur ce plateau que votre fille, quand elle rentre chez elle le soir, elle a mangé un repas végétarien à la cantine. Je me bats pour qu'il y ait des repas végétariens dans toutes les cantines, dans toutes les cantines publiques en France, et qu'elle a faim parce qu'elle n'a pas mangé de viande le midi. Vous vous rendez compte quand même de la désinformation à laquelle vous prêtez là ce soir? C'est franchement honteux, je vous le dis. Mais c'est vous qui êtes honteux dans votre affirmation. Mais non, mais je vous dis, vous ne pouvez pas excessive. raconter comme ça des contre-vérités. Donc dans ce cas-là, moi je meurs de faim. Ça fait 35 ans que je n'ai pas mangé de viande. Donc je crie famine toute la journée selon vous? Un débat tendu mais qui raconte tout de même quelque chose, c'est peut-être la force de communication, de persuasion aussi, j'allais dire, de cette industrie agroalimentaire. Est-ce que dans ce domaine, Brigitte Gauthier, la puissance publique a des leviers, notamment des leviers financiers pour tenter d'orienter dans un sens ou dans un autre cette industrie-là? Oui, bien sûr. Alors, pour les industries agroalimentaires, d'une part, poser des limites à ce qu'on peut faire endurer aux animaux, poser des limites aussi aux contrats de contractualisation qu'il y a actuellement entre les éleveurs et leurs coopératives. Donc, vraiment, il y a des leviers très importants. Démarches réglementaires, mais aussi des démarches incitatives. On parlait des 10 milliards de la PAC, des 48 milliards, en fait, de la puissance publique qu'elle pourrait orienter, justement, de façon à faire changer les choses. On l'a
vu dans le domaine du vin, où ils ont pris un virage, justement, pour pouvoir rester compétitifs par rapport au reste du monde. Pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, par exemple, je pourrais reprendre aussi l'exemple de ce qu'on a fait sur la campagne qui concerne les poules élevées en cage pour leurs œufs, où on a vu justement une transformation du modèle agricole par l'engagement des entreprises, notamment des supermarchés, de la restauration et des fabricants de produits. Et des producteurs aussi en dernier lieu. Et là, c'est pour le coup, au lieu que ce soit la puissance publique qui se soit investie là-dedans, ce sont les ONG comme L214 et d'autres qui sont allés vers les entreprises, vers les supermarchés et qui ont fait campagne pour qu'il y ait une modification dans l'offre qui a été faite dans les supermarchés. Et aujourd'hui, ces œufs, c'était 80% de poules en cage en 2008. Ce chiffre est descendu aux environs de 25% aujourd'hui. Et on n'importe pas pour autant. Normalement, ça s'équilibre à peu près. En France, on est autosuffisant sur la production d'œufs. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Il faut agir à la fois au niveau des pouvoirs publics pour changer de discours. Là, on les attend toujours sur la question de l'élevage en cage des poules. Et de l'autre côté, il faut agir vers les entreprises. Et quand on pose des limites aux entreprises, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui sur les poulets en s'adressant aux pires conditions d'élevage des poulets. S'il n'y a pas d'aval, s'il n'y a pas de débouché en supermarché pour un certain nombre de produits, on ne les produira pas ici en réalité. Donc on peut changer le modèle agricole aussi par là sur les débouchés qu'ils ont. Si on n'accepte plus de produits issus des élevages intensifs et si on réduit... Et ça peut se passer qu'en réduisant la consommation, et passer de 80 kg à 40 kg, presque on est assez peu ambitieux finalement par rapport à d'autres études justement sur notre propre santé. Jean-Luc Perrault, comment est-ce qu'on agit là aussi? Même question sur ces industriels, sur leur façon de produire. On vient de parler de bien-être animal, c'est une question fondamentale, mais justement, comment est-ce qu'on évite que cette production soit uniquement tirée par la consommation cette fois-ci? Les industriels, ils ont tendance à dire on répond à la demande. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils restent tirés par la consommation. En partie parce que, notamment dans la restauration hors foyer, ce qui gouverne, c'est le prix. Et donc, les gens qui s'occupent de cette restauration, on mange de la viande d'importation parce qu'elle est moins chère que la nôtre. C'est tout simple. Alors, on peut essayer de mieux faire chez nous et il faut le faire, mais tant qu'on aura un comportement qui fait qu'on mangera dans les cantines ou dans des restaurants de la viande qui vient d'ailleurs parce qu'elle est moins chère, on a du mal à lutter, en fait. Mais donc, il se change ce modèle, pardonnez-moi, c'est facile d'imposer dans la restauration collective. On commence de le faire dans la restauration collective. Un choix végétarien dans la restauration collective avec en plus des plats végétariens qui s'améliorent en qualité, parce que faut être honnête aussi, c'était pas toujours terrible. Hein. Ouais. Là ça le fait. Et puis ensuite, il faut toujours avoir en tête, même si on consomme moins de viande demain, et on va moins en consommer, je pense à peu près... tous d'accord là-dessus, presque ça sera 50%, 30%, on verra, mais on en consommera moins. Il faut que ça soit de la viande de qualité, mais il faut que le consommateur l'achète. Or, aujourd'hui, compte tenu des contraintes de prix, les responsables de grandes surfaces nous disent bien, ceux qui achetaient de la viande de bœuf, ils achètent du porc, ceux qui achetaient du porc, ils achètent du poulet, ceux qui achetaient du poulet, ils achètent des œufs, et puis ceux qui achetaient des œufs, maintenant, ils achètent plus grand-chose. Brigitte Gauthier, vous sembliez dire non tout à l'heure, lorsque l'on disait que les producteurs se contentaient de suivre les niveaux de consommation. Ah non, enfin c'est eux qui font la pluie et le beau temps quelque part. Oui, et puis ça se concrétise dans les rayons des supermarchés. Et vous disiez ceux qui achetaient ça, ils achètent ça, mais parce que justement la quantité qu'ils achètent, la quantité qu'ils sont poussés à acheter, finalement, ça rejoint. Aujourd'hui, on a l'illusion de la liberté de choix parce qu'on a 15 références de jambon sous le nez. En réalité, il nous manque tout un tas de choix. La viande, les poissons aussi. On peut parler aussi des animaux aquatiques. Prennent beaucoup de place dans les rayons et il y a encore un discours public autour de... on a entendu dans les paroles de Christiane Lambert tout à l'heure, qui dit si on n'a pas de viande, en fait, on va avoir faim. Mais ça, c'est des idées complètement reçues. On le voit, il y a des sportifs de haut niveau. Je pense pas que Djokovic s'est écroulé à Roland-Garros parce qu'il mange pas de viande, quoi. C'est pas du tout le cas. Donc vraiment, il y a... Il s'est même plutôt bien battu, effectivement. Il s'est plutôt bien battu, ouais. Karine Barbier, un autre angle, un autre, j'allais dire, sous-sujet de cette thématique de la diminution de la consommation de viande, aussi étonnant que cela
cela puisse paraître, c'est l'impact sur les paysages. C'est un sujet qui revient souvent. On dit beaucoup, si l'on diminue par 2, si l'on efface même notre consommation de viande, c'est les paysages français qui vont être affectés. Qu'est-ce que l'on peut dire dans ce domaine de la crainte de voir disparaître nos prairies et la singularité, j'allais dire, des zones rurales de ce pays ? Oui, mais j'en parlais tout à l'heure. En fait, effectivement, l'enjeu, c'est de maintenir des prairies permanentes qui stockent d'ailleurs beaucoup de carbone et qui donc sont d'ailleurs tout à fait adaptées à la moyenne montagne, à la montagne plus importante, etc. Par contre, c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, la question, c'est plutôt, en fait, quel type d'élevage on veut. C'est vrai que le fait de réduire cette consommation de viande permet d'avoir cet élevage plus extensif, donc de revenir à finalement des prairies qui soient pâturées, mais avec une charge en nombre de bêtes par hectare qui soit beaucoup plus faible, donc avec a priori des élevages beaucoup plus herbagés que ce qu'on a aujourd'hui, et faire en sorte qu'on puisse maintenir effectivement ces paysages autant que possible. Après, les prairies, elles ont beaucoup diminué avec la déprise agricole pendant plusieurs décennies. C'est des choses qui fluctuent, la forêt, la prairie. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? C'est aussi des habitudes, en fait, en grande partie. Et l'important pour nous aujourd'hui, effectivement, c'est de répondre à ces enjeux environnementaux, ces enjeux sanitaires, ces enjeux de bien-être animal, et d'essayer de voir quel est le meilleur compromis auquel on peut arriver. On comprend que ce n'est pas une priorité de rang 1 ou 2. Jean-Louis Perrault, votre point de vue justement sur l'impact sur nos paysages, sur les paysages. Alors, l'avantage des ruminants, c'est un peu le paradoxe de la vache qui broute, quoi. On lui reproche de faire du méthane, mais en même temps, on veut qu'elle maintienne des prairies. Alors, on peut y mettre des chevaux sur les prairies aussi, mais on mange plus de viande de cheval. Au-delà de la plaisanterie, la prairie, c'est très important. C'est un biotope qui est le plus riche en les prairies, notamment de montagne, la demi-montagne, c'est le biotope le plus riche en biodiversité après la forêt primaire. Donc c'est important de les conserver. Elles ont beaucoup chuté avec la déprise agricole et du nombre de vaches. On a perdu 30% de vaches en Europe depuis 1970 et on a perdu 30% de surface en prairie. C'est assez parallèle. Les prairies, c'est aussi un stockage de carbone. Oui, c'est surtout un stock de carbone. Si on la retourne, on perd le carbone stocké. Là, c'est quand même embêtant. Stockage de carbone, on peut discuter, et c'est variable selon les articles. Ça stocke globalement, mais ça varie selon les années, comme la forêt d'ailleurs, qui stocke de moins en moins avec le Donc c'est pas l'esthétique de nos paysages. Si, c'est l'esthétique, parce que derrière, c'est un paysage ouvert de prairies avec des haies, c'est agréable. Les gens, ils vont en vacances. Et puis, la prairie, c'est quand même la protection des sols contre l'érosion, parce que le sol, il est couvert tout le temps, surtout dans ces zones de montagne. Et puis, c'est la filtration de l'eau pour les nappes phréatiques. Si vous remplacez toute la prairie du Massif central par de la forêt, ce qui peut être un scénario intéressant d'un point de vue climatique, il n'y aura plus d'eau dans les cours d'eau l'été qui partent du Massif central. Toute l'eau sera évaporée par la forêt. Une dernière citation de ce rapport L214. Je vous cite: faire émerger un débat public sur notre modèle agricole et alimentaire en s'appuyant sur des faits expose à des attaques systématiques et souvent victorieuses des filières, des syndicats, mais aussi du ministère de l'Agriculture. Fin de citation, Brigitte Gauthier. Vous confirmez ce qu'il y a dans votre propre rapport? J'allais dire, expliquez-nous plutôt comment ça se passe, ces attaques, en quelques mots. Oui. On le voit très très bien quand justement on vient critiquer le modèle agricole. Nous, on essaye vraiment d'être sur un point de vue systémique. C'est pas les personnes auxquelles on s'attaque, c'est quel est le meilleur système pour une alimentation qui nuit le moins possible aux animaux, aux êtres humains et à notre environnement. C'est un petit peu ça la question. On voit bien que on est, les termes de écoterroristes. Nous, on a la cellule Déméter aujourd'hui. On est sous surveillance de la cellule Déméter avec des actions qui sont pourtant pacifistes, qui juste cherchent à poser un débat qui aujourd'hui nous est relativement refusé sur la question animale, sur la question du modèle agricole, sur la question du modèle alimentaire. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir justement posé ce débat dans cette émission. Brigitte Gauthier, Jean-Louis Perrault, Karine Barbier. On mettra sur le site de l'émission les 3 rapports auxquels nous avons fait référence. Merci encore à tous les 3 d'être venus ce soir dans Question du soir.